Bienvenue dans le podcast de Raise Up, la plateforme de l'entrepreneuriat local. Toi aussi tu penses créer ta boîte ? Alors découvre dans ce podcast l'intérêt de faire un business plan. Nos experts partenaires partagent avec toi conseils, savoir-faire, astuces et expériences. Ils décryptent les ateliers qu'ils animent dans notre parcours Réussir sa création. Avec eux, tu vas découvrir l'univers de l'entrepreneuriat et les étapes clés avant de te lancer. Bienvenue dans le podcast de Raise Up, la plateforme de l'entrepreneuriat local pensée par et pour les entrepreneurs du nord de la Haute-Savoie. Aujourd'hui, on parle de l'étude de marché. C'est l'atelier 1 du cycle Bâtir son projet. J'ai le plaisir d'accueillir Nelly Ratineau, consultante stratégie et marketing chez Serre France des Savoies. Bonjour Nelly. Bonjour Thierry. Et François Grise, membre de l'association EG74. Bonjour François. Bonjour Thierry. Alors pour commencer, je vais vous demander tout simplement, Nelly, de nous présenter Serre France des Savoies. Serre France des Savoies, c'est une entreprise associative de conseil pluridisciplinaire, d'expertise comptable et de prestation de services. Donc on accompagne les chefs d'entreprise dans toutes les étapes de la vie de l'entreprise. Serre France, c'est un réseau qui couvre l'ensemble du territoire. Donc où qu'on se trouve en France, on peut s'appuyer sur l'expertise du Serre France local. Eh bien, on va voir ça dans le détail avec toi tout à l'heure. François, peux-tu nous présenter EG74 ? Oui, eh bien, EG74 est une association nationale qui comprend des anciens dirigeants et chefs d'entreprise qui sont à la retraite aujourd'hui, qui ont la passion et la volonté de partager leurs expériences, leurs compétences d'une vie bien nourrie et au profit de l'étude de marché et des jeunes entrepreneurs. Des entrepreneurs, futurs entrepreneurs de Raise Up ou repreneurs d'entreprise du réseau Raise Up. Alors justement, l'étude de marché, c'est clairement, on va dire, une étape importante dans la rédaction du business plan qui, on le rappelle, est lui-même le laissez-passer pour la création d'entreprise ou la reprise. Et effectivement, sans business plan, pas de maturation de projet, pas de financement, pas de stratégie globale pour l'entreprise, pas de plan de communication et d'action commerciale à déployer au démarrage. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai quelques questions un peu plus personnelles parce que chez Raise Up, chaque partenaire expert est un membre à part entière de la communauté. Alors Nelly, par exemple, pourquoi as-tu choisi ce métier ? Alors moi, je suis statisticienne de formation. J'ai travaillé dans des secteurs d'activité variés, dans les métiers du marketing des études, du marketing opérationnel et dans le développement commercial et partenarial. Donc le métier de consultante en stratégie et en marketing, ça me permet de combiner et de mobiliser l'ensemble des compétences et expériences que j'ai pu acquérir. Tu es plus spécialisée dans l'interprétation des chiffres, des données, des datas ? Exactement, dans la construction et la valorisation des données. Qu'est-ce que tu aimes le plus faire dans ce métier ? Alors moi, ce que j'aime le plus, c'est accompagner les chefs d'entreprise et les chefs d'entreprise en devenir, qu'ils soient créateurs ou repreneurs, dans le montage et dans le développement de leur activité. Moi, ce que j'aime, c'est la diversité des projets, la diversité des problématiques et puis la diversité des personnalités que je rencontre et que j'accompagne. Parce que chaque projet est différent naturellement. Exactement. Et François, depuis combien de temps tu es partenaire de Raise Up ? Alors moi, cela va faire une dizaine d'années que j'accompagne la création d'entreprises. Je suis toujours comblé par les initiatives et le développement économique local. Précédemment, j'ai occupé des fonctions de directeur commercial et au niveau de la création d'entreprise, j'ai créé une première entreprise au tout début de ma carrière professionnelle et puis à la retraite, j'en ai recréé une autre. Donc, je pense que j'ai un certain nombre d'éléments d'expérience sur la création d'entreprise. Et à chaque fois, j'ai arrêté moi-même mon entreprise. Donc, je savais pourquoi je le faisais. Et c'est toujours une expérience enrichissante à chaque création ou reprise d'entreprise. Alors, on va parler maintenant de l'étude de marché, qui est le cœur de notre épisode. À quoi sert une étude de marché, François ? Alors, avant tout, c'est pour soi-même. Ça permet d'alimenter le prévisionnel demain et donc d'avoir un certain nombre de bases de données. Voilà. On dit que l'étude de marché fait partie intégrante du business plan. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on met dans l'étude de marché ? Eh bien, elle permet de synthétiser à quel endroit on va exercer son activité. Elle permet ensuite de savoir à quel client. Est-ce que on va s'adresser à des particuliers ou à des entreprises ou à des collectivités.
Et puis, on va voir sur ce marché, sur cette zone géographique, sur cet emplacement, quels sont donc bien sûr les clients, ce sont eux qui font le chiffre d'affaires de l'entreprise, mais aussi quels sont les concurrents qui prennent une part de marché, mais aussi quels sont les fournisseurs avec lesquels on va travailler. Aujourd'hui, le développement local fait que il faut travailler avec des entreprises locales. Voilà. Nelly ? L'étude de marché, elle va aussi permettre d'affiner l'offre et les services qui vont être proposés à la clientèle qu'on va pouvoir étudier sur la zone de chalandise qu'on a déterminée. Est-ce que ça permet également d'affiner son métier ? Oui, tout à fait. En étudiant en détail les différents types de clientèle, les besoins qui sont exprimés par ces clientèles, en croisant ça au savoir-faire qui sont nécessaires aux biens ou aux services qu'on va proposer à ces clientèles, ça va permettre d'affiner ou de s'orienter sur un métier ou sur un autre. Alors on rappelle, Nelly, qui est plutôt chiffre, ça permet également d'alimenter le prévisionnel ? Oui, exactement. Tous les éléments qu'on va pouvoir extraire, travailler et analyser vont pouvoir être valorisés dans le prévisionnel. Alors François, quel sujet faut-il traiter dans l'étude de marché ? Eh bien, on va chercher le nombre de clients qu'on va avoir. C'est indispensable. C'est les clients qui achètent à l'entreprise. Et sans clients, pas de chiffre d'affaires. L'importance d'une étude de marché, il ne faut pas croire qu'elle ne va avoir qu'une seule vie à l'instant T. Ça va demain déterminer aussi le fil rouge de toute la vie de l'entreprise. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que à un instant T, aujourd'hui, on va étudier un marché. Demain, le marché, il évolue nécessairement. Des nouveaux clients, des nouveaux partenaires, des nouveaux concurrents vont s'installer. Et il va falloir s'adapter. Eh bien, on reprendra son étude de marché précédente et on va se dire, tiens, mais j'avais regardé ça à tel moment, à telle époque. Est-ce que c'est toujours valable ? Et c'est là qu'à ce moment-là, on pourra rebondir, relancer son entreprise, retrouver de nouvelles activités. Et voilà. Il est important d'échanger, de communiquer quand on fait son étude de marché pour échanger justement. Complètement. La base d'une étude de marché, ça sera de la faire vérifier, de l'échanger, de dire tiens, j'ai vu ça, est-ce que c'est fiable, est-ce que c'est bon, et ainsi de suite. On va s'enrichir des échanges que l'on fera avec son entourage, sa famille ou ses amis ou des professionnels sur le métier. Ça permettra de l'ajuster. Nelly, est-ce que par exemple dans la vie d'une entreprise qui est lancée, on peut refaire des études de marché assez régulièrement pour se repositionner justement sur ce marché ? Exactement, oui. C'est même conseillé de le faire assez régulièrement dans la vie de l'entreprise. Régulièrement, ça ne veut pas forcément dire tous les ans, mais se fixer une périodicité avec des chapitres à aborder. Par exemple, comme disait François, le marché continue à vivre, donc il y a des nouveaux concurrents qui vont venir s'installer, d'autres qui vont disparaître. Donc pouvoir aller faire le tour assez régulièrement de l'environnement concurrentiel, voir ce qu'ils proposent, étudier leurs tarifs pour se remettre en question et à la page au fil de l'eau. Également, il y a des réglementations qui évoluent au fil du temps. Donc, il est important d'être à la page des réglementations, voire les anticiper pour ne pas être en réaction, mais plutôt en anticipation des changements à venir. Alors, quand on fait son étude de marché, on a besoin d'informations, de données. Où trouve-t-on ces données, Nelly ? Alors ça, c'est une question qu'on me pose souvent en atelier RESOP. Il va y avoir deux types d'informations qu'on va pouvoir travailler, exploiter. Le premier type, c'est celles qu'on va produire. Le deuxième, c'est celles qui sont produites par d'autres et qu'on va aller extraire et valoriser. Alors, parmi ce qu'on va produire, on va pouvoir aller réaliser des entretiens métiers auprès de professionnels, d'entrepreneurs qui ont développé des expériences réussies. Et donc, à partir de ces entretiens, on va pouvoir mettre en avant des facteurs clés de succès et puis mettre en avant aussi des points de vigilance pour notre projet. On va pouvoir aussi mener des entretiens avec des clients potentiels, des prospects de notre future activité. Donc là, avec ces entretiens, on va pouvoir à la fois apprendre de leur métier, mais on va aussi pouvoir initier une première dynamique commerciale. On va pouvoir aussi construire et diffuser des questionnaires pour affiner, confirmer des caractéristiques de notre projet, affiner la cible, les services qu'on va pouvoir associer à notre bien, par exemple.
Ça, c'est pour la partie des données qu'on va produire nous-mêmes. Et quand tu dis on, c'est le porteur de projet ou le repreneur ou c'est le cabinet comptable? Ça peut être les deux et les deux ensemble. Voilà. Les deux ensemble, c'est mieux. Alors, c'est selon le temps, selon l'appétence, selon les sujets et selon le temps disponible du porteur de projet. Voilà, soit le porteur de projet est assez autonome et assez temps disponible pour réaliser toutes ces étapes, soit il peut se faire accompagner par un cabinet de conseil. Et il peut aller comme ça voir un futur concurrent pour lui demander des infos? C'est un peu sensible, non? Ça se pratique? Alors, le futur concurrent, en général, il a une communication grand public, donc on va pouvoir déjà... sur son site web, voilà, ou sa site publicité. web, son Facebook, ses flyers, etc. C'est un peu de la veille, en fait, en quelque sorte. De la veille concurrentielle, exactement. Et pourquoi pas, selon le concurrent et selon ce qu'on va proposer, pourquoi pas aller l'interroger après. Voilà, libre à lui aussi de nous répondre ou de nous donner tout ou partie des informations. François, tu voulais ajouter effectivement, c'est tout le bien-être par exemple, des entreprises qui travaillent en franchise. En fait, une franchise, c'est une somme d'expérience, mais qui est partagée par les franchisés. Et donc, on a à ce moment-là une masse de renseignements, d'expériences, d'entreprises existantes et qui sont mises à disposition. Et c'est avec ça que l'on va pouvoir, vraiment concrétiser ou affirmer certains éléments. Ça, c'est un exemple. Mais on n'est pas obligé d'être tout le temps en franchise. Il suffit simplement d'aller faire son étude. Et si on a un peu de précaution, on peut aller à Marseille, à Lille ou autre, voir une expérience pour ne pas se confronter à son futur concurrent. Mais quelque part, connaître son concurrent, c'est la première des choses à connaître. Bien connaître son concurrent, effectivement. Et tu parlais des franchises, ça aussi ils ont des process et en quelque sorte des modèles à respecter pour ne pas commettre d'erreurs et ainsi gagner du temps aussi. Tout à fait. C'est le modèle gagnant puisque c'est pour ça. Alors, on va revenir peut-être avec Nelly sur les informations. Ouais, à la source. La source des informations. Donc là, on a vu les informations qu'on va pouvoir produire nous-mêmes. Le deuxième type d'information, c'est de s'appuyer sur des données et des études qui sont déjà produites par d'autres, donc qui vont être issues de sources officielles. Donc la source la plus importante, la plus riche, ça va être l'INSEE. Voilà, des données, des analyses qui sont produites par l'INSEE sur la population et l'économie des territoires. On va pouvoir aussi s'appuyer sur les travaux des fédérations professionnelles, sur les travaux qui sont réalisés par l'Office du tourisme ou par le Centre régional du tourisme, par exemple, ou des organismes type BPI, la Chambre des métiers ou la CCI. C'est-à-dire que quand on fait une recherche sur Google, pour ne pas le nommer par exemple, quels sont les mots-clés qu'il faut rentrer pour être précis dans sa recherche ? Alors, les mots-clés vont avoir trait à l'activité. Le plus important, c'est la source que Google va pouvoir nous extraire. Donc, j'insiste vraiment sur le caractère officiel des données. On va pas sur Wikipédia. On peut, mais voilà, ça sera un peu exploitable. Ouais. Mais on prend la Chambre des métiers avec une spécificité, par exemple, sur un métier pour venir chercher les informations. Voilà, parce que si vous êtes dirigé sur la Chambre des métiers, sur la CCI, sur le site d'un ministère ou sur le site de l'INSEE ou de France Agrimaire, vous pouvez avoir foi en les données qui vont être produites. On peut toujours vous demander conseil avant dans la recherche ou pour valider votre recherche. Exactement. Très bien. Alors, on va parler toujours dans l'étude de marché du prix de vente. Comment fixe-t-on son prix de vente d'un service ou d'un produit ? Alors, pour fixer son prix de vente, on va combiner 3 approches. La première approche, ça va être le coût de revient. Donc, on va additionner tous les coûts fixes et les coûts variables qui vont avoir trait à la production du bien ou du service qu'on va commercialiser. On va y ajouter sa rémunération avec les charges sociales. Et on va y rajouter aussi un bénéfice escompté. Donc là, ça nous donne une première approche prix, c'est-à-dire couvrir au moins ses coûts, pouvoir se payer. C'est ça. C'est la base. Le but, c'est quand même de pouvoir se payer à la fin du mois. Pouvoir vivre de son activité, oui. On va préciser dans le prix, il y a 2 prix. Il y a le prix hors taxe et le prix TTC. Il faut bien faire la différence entre les deux. Alors oui, sur l'approche coût de revient, on va faire attention lorsqu'on va demander des devis, par exemple, à ses fournisseurs, à bien sélectionner le bon prix pour estimer ses coûts. Ouais. Parce qu'il y a donc la TVA entre les deux. C'est ça, voilà. Et ça peut faire une différence de 20%. Rapidement, on peut expliquer la TVA, comment ça fonctionne, on la collecte et après on la reverse.
Exactement, oui. Ça va être un jeu de vase communicant dans l'entreprise en fait, mais quand même on va l'avancer lorsqu'on va créer l'entreprise. On va aller acheter du matériel, on va aller acheter des fournitures. Il faudra quand même prévoir une certaine marge de manœuvre par rapport à cette TVA entre le temps où elle est collectée et le temps où elle va être compensée. C'est à prévoir. Voilà. La deuxième approche pour la fixation de ces prix, ça va être le benchmark concurrent. On en parlait tout à l'heure. Donc, dans l'étude de marché, c'est important de connaître ses concurrents, de les identifier, de les visiter et d'aller relever un certain nombre de prix qui sont pratiqués pour nous permettre de nous positionner par rapport à notre environnement concurrentiel. Donc, on va pouvoir se positionner soit en entrée de gamme, soit en milieu de gamme, soit plutôt haut de gamme. Mais en tout cas, on va pouvoir asseoir son positionnement par rapport à ce benchmark. Et la troisième approche, toujours pour fixer son prix de vente, ça va être le prix psychologique, le prix qui va être accepté par notre cible client. Donc ça, on va pouvoir l'approcher par des enquêtes, par exemple. Combien les gens sont prêts à mettre pour le même produit ? En proposant des tranches de prix, et puis ensuite, on voit la répartition des réponses. François ? Et puis, dans ce troisième volet du prix dit psychologique, eh bien, on va peut-être pas mettre, si tous les éléments de calcul font que le prix, je vais prendre un article à 10 €, et donc, eh bien, si le prix, après le calcul, donne à 10,50, bah, peut-être qu'il va falloir le mettre à 9,90, 9,99, qui sera un prix psychologiquement beaucoup plus acceptable que 10,50. On aura perdu 50 centimes, bien sûr, mais c'est peut-être 50 centimes multipliés par beaucoup de choses, et donc finalement on aura beaucoup gagné en termes de volume. Et dans la fixation du prix, ensuite on revient aussi sur la problématique hors taxe et TTC, c'est-à-dire que le prix que je vais fixer en combinant ces trois approches, je vais bien l'appréhender. Voilà, je vais bien savoir si c'est le prix public TTC duquel je parle, ou si c'est un prix hors taxe, notamment pour le commerce avec les professionnels. Également, deuxième point d'attention, mon bien, je veux peut-être le distribuer par des intermédiaires. Donc, il va bien falloir intégrer dans mon prix, voilà, exactement, les commissions et les marges des intermédiaires dans le prix final, sachant que moi, le prix final, ce sera le prix final qui sera proposé au client et donc qui sera payé par le client et duquel je vais enlever les marges des différents intermédiaires pour arriver au prix qui me revient à moi, entrepreneur initial. On voit qu'il y a beaucoup de calculs quand même pour cette étude de marché. Ça prend combien de temps à réaliser une étude de marché, Nelly ? Ça va dépendre des travaux qu'on va réaliser, parce qu'il va y avoir des repérages terrain pour aller visiter les concurrents. On va avoir à passer des entretiens, donc soit avec des professionnels qui ont développé une expérience, ou soit avec des futurs clients. Ces professionnels vont pas forcément être disponibles tout de suite ou au moment où on l'est. On va peut-être devoir créer et diffuser une enquête, donc il y a le temps de création, de diffusion et d'analyse. Et puis il y a le temps de recherche d'informations qu'on a vu tout à l'heure. Le temps qu'on va passer, ça va dépendre aussi du niveau de disponibilité du porteur de projet. À savoir, au moment où il fait son étude de marché, est-ce qu'il est en activité ou est-ce qu'il n'est pas en activité ? Elle reste valable combien de temps justement, l'étude de marché dans ces cas-là ? L'étude de marché, par définition, elle est obsolète au moment où on sort le chiffre, puisque le monde et l'environnement bougent continuellement. Mais en tout cas, on peut compter, que le porteur de projet fasse l'étude de marché en autonomie ou soit accompagné. Le temps incompressible, c'est au moins un mois en étant vraiment dédié à toute cette collecte d'informations. Elle reste valable, on va dire, pendant un mois environ. Le temps d'étude, oui. Et combien ça coûte ? Ça, c'est la bonne question aussi. Combien coûte l'étude de marché ? C'est une question qui revient souvent aussi en atelier. Alors ça va dépendre aussi du temps disponible du porteur de projet, des travaux qui vont être réalisés, de l'appétence du porteur de projet, savoir est-ce qu'il est à l'aise pour réaliser certains travaux ou moins à l'aise pour réaliser d'autres travaux. Puis combien ça coûte, ça va dépendre aussi du budget qu'on peut mettre derrière, croisé à tout ça. Donc si on doit se faire accompagner,
de toute façon, il va être important de mettre les mains dans le cambouis. Donc, et en mettant les mains dans le cambouis, on limite aussi les coûts liés à un prestataire. Ce que tu recommandes aussi, généralement, c'est de faire sa propre étude de marché, de ne pas la déléguer. Exactement, oui, c'est vraiment le côté mettre les mains dans le cambouis. Mais de toute façon, à chaque fois que je travaille avec un client sur son étude de marché, on co-construit l'étude de marché. Et elle est généralement montée aussi sous la forme de chapitres. Donc ce sont des tiroirs que le porteur de projet choisit de réaliser lui-même ou de co-construire avec le cabinet Serre France. François. Oui, l'avantage de faire soi-même son étude de marché, c'est qu'on pourra tellement mieux l'expliquer parce qu'on l'aura vécu de A jusqu'à Z. Demain, on va rencontrer ses partenaires financiers et il va falloir l'expliquer. Et pourquoi on a mis tel chiffre, pourquoi on a telle et telle donnée. Et donc le partenaire financier, c'est le premier parce que souvent on a besoin d'argent, mais le partenaire comptable, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, c'est l'ensemble de ces renseignements qui vont être obtenus, on va le transmettre à un expert comptable qui va monter le prévisionnel. Et donc, s'il n'a pas de chiffre d'affaires potentiel, eh bien, l'expert comptable n'aura pas de base de données. Donc, voilà. Et on pourra beaucoup mieux expliquer pourquoi on a mis telle et telle chose, pourquoi est-ce qu'on a décidé de travailler tel nombre de jours dans l'année ou d'autres choses. Voilà, il y a un certain nombre d'éléments qu'on pourra apporter. Et si on l'a fait soi-même, on peut l'expliquer tout seul. Si je me lance en micro-entreprise, j'ai pas besoin d'études de marché, comment tu réagis par rapport à ça ? Alors, moi à la base, ce n'est pas l'étude de marché qui va déterminer la forme de l'entreprise et c'est pas ça qui va le déterminer. La forme de la structure juridique de l'entreprise n'est pas liée à nécessairement l'étude de marché. Ça va donner des éléments complémentaires, on est bien d'accord. Mais il y a, et vous le verrez dans les autres ateliers de ResUp, où vous aurez des conseils très pertinents pour savoir quelle structure juridique, quelle forme juridique. Je vais citer une petite anecdote. Je suis à l'heure actuelle en train d'accompagner une jeune entreprise qui a créé sa micro-entreprise au tout début, par rapport à ses besoins, ses moyens. Et puis, je ne sais par quel élément, elle a voulu transformer son entreprise en entreprise individuelle. Et là, patatrac, eh bien, elle n'avait absolument pas estimé l'ensemble des coûts de structure d'une entreprise individuelle. Où là, eh bien, il y avait la notion de TVA qui rentrait en ligne de compte, la notion de déposer ses chiffres d'affaires, la notion donc de rentabilité de façon beaucoup plus précise et intégrante. Et on est en train de la faire remuter pour revenir à la micro-entreprise parce que son mode commercial doit être la micro-entreprise dans un premier temps. Peut-être que dans 4-5 ans, elle sera mûre pour évoluer à nouveau vers une autre forme sociétale. On entend aussi d'autres réflexions, Nelly, comme moi je connais tellement mon marché, je connais bien mon métier, je peux y aller au doigt mouillé. Alors, c'est plutôt une illusion, quel que soit le sens du vent. En fait, quelle que soit l'activité qu'on va développer, en fait, l'étude de marché va être indispensable, à la fois pour affiner le type de produit ou le type de service que je vais distribuer, connaître mes clients. Parce que j'ai beau avoir un super produit ou un super service innovant, défiant toute concurrence, si je rencontre pas ma clientèle, je ne le commercialise pas et donc l'entreprise n'est pas viable. Connaître son environnement concurrentiel pour savoir se positionner dans cet environnement, affiner sa communication. Donc voilà. Quelle que soit l'activité, quel que soit même le statut, la forme que prendra l'activité, l'étude de marché est indispensable. C'est fondamental, on va dire, et ça sert aussi, c'est indispensable même au prévisionnel qu'on va aborder dans l'épisode numéro 2. François, tu voulais rajouter quelque chose ? Eh bien, pour moi, je pense que l'étude de marché, il faudrait se rappeler une certaine phrase de Sénèque. Comme ils ne savaient ni où ils étaient, ni où ils allaient, ils ne trouvèrent pas les vents favorables. Ça veut bien dire que si vous savez où vous devez aller, eh bien vous irez beaucoup mieux.
Absolument. Nelly, est-ce qu'il y aurait une anecdote particulière dans ton accompagnement parmi les créateurs ou les repreneurs d'entreprises au sein du réseau RESOP? Ah oui, récemment, j'ai accompagné une entreprise de plomberie chauffage qui se posait la question de faire évoluer son activité et de la transférer sur l'installation d'épanage de chauffe-eau. Et donc la question se posait sur le potentiel en termes de remplacement de chauffe-eau sur les bassins de vie. Il en est sorti que finalement le potentiel était trop limité pour pouvoir basculer complètement son activité sur ce type de prestation. Et donc il allait basculer une partie de son temps et de son activité sur le dépannage remplacement de chauffe-eau, de prendre son marché puis ensuite faire évoluer progressivement. Comme quoi, c'est indispensable. Oui, qu'on soit créateur d'entreprise ou qu'on soit une entreprise déjà existante depuis plusieurs années. Eh bien, merci à tous les deux d'avoir partagé votre expertise. Merci Nelly, merci François. Merci. Pour rappel, Nelly, tu es consultante stratégie et marketing chez Serre France des Savoies et François, tu es membre de EG 74. Vous faites partie des experts de RESOP qui donnent de leur temps pour aider les porteurs de projets. J'espère que nos auditeurs aujourd'hui ont bien saisi l'importance de faire une étude de marché pour leur projet de création ou de reprise d'entreprise. Elle fait partie intégrante du business plan. On pourrait dire d'ailleurs sans étude de marché, pas de positionnement marketing et pas de prévisionnel abouti. Chers auditeurs, vous avez trouvé cet épisode intéressant? Eh bien, dans le prochain, on poursuit le décryptage du business plan en parlant du choix des statuts juridiques et du prévisionnel. À très vite. Tu as la chance d'habiter un des territoires qui cofinance RESOP? Passe du podcast à l'atelier. Plus d'infos sur resop.org. REZUP.org.